Un an déjà que l'opération Sangaris a été déclenchée en Centrafrique, elle aura permis de mettre un terme au massacre à grande échelle dans le pays. Élection hier du président du Parlement tunisien, Mohamed Ennaceur s'engage à garantir les libertés et les droits de l'homme et à bâtir un état de droit. La ville de Yola s'organise pour accueillir les déplacés qui fuient les exactions de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Leur nombre se chiffre à plusieurs centaines de milliers. Voilà les principaux titres que nous allons développer dans ce journal. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Ce vendredi 5 décembre, cela fait un an que le père de la démocratie sud-africaine a tiré sa révérence. Célébré de son vivant pratiquement comme un saint, l'ancien président Nelson Mandela a rejoint aujourd'hui le panthéon des dessins les plus demandés dans les salons de tatouage d'Afrique du Sud. Reportage. Il y a un an, une icône s'éteignait. Nelson Mandela est mort à 95 ans le 5 décembre 2013. Cela faisait déjà 10 ans que le prix Nobel de la paix s'était officiellement retiré de la vie publique. Mais pour beaucoup de Sud-Africains, il est toujours présent dans leur vie quotidienne. We cannot feel him as the past. He is here every day. Pour nous, il ne fait pas partie du passé, il est là tous les jours. Parce que vous voyez l'Afrique du Sud aujourd'hui, l'économie est en croissance, nos vies ont changé. Pour nous, les Noirs, ce n'est plus comme c'était avant. Même s'il n'est plus là physiquement, son esprit est toujours avec nous. L'ancienne maison de Mandela à Soweto, le célèbre township de Johannesburg, accueille chaque jour des touristes étrangers et des visiteurs de tout le pays. Comme Eugène et ses deux filles, qui voulaient prendre des photos devant ce lieu devenu sacré pour les Sud-Africains. L'Afrique du Sud est toujours une seule nation. Nous sommes toujours ensemble. Même si nous avons différentes cultures, nous sommes ensemble. Et c'est comme ça que je sens que Mandela est toujours en vie. Depuis le décès de Tata Madiba, comme on l'appelle en Afrique du Sud, les salons de tatouage ont noté une hausse des demandes concernant l'ancien président. Comme Pumelelo, qui réfléchit depuis un an au meilleur dessin. Plusieurs heures de souffrance et environ 300 € pour se faire graver Mandela à même la peau. Lishan a choisi un portrait pour son bras et il ne regrette pas son investissement. Mes 5 heures de souffrance ne sont rien comparé aux 27 années qu'il a passées en prison. 5 heures, c'est une petite claque dans le dos. Pour moi, lui redonner 27 ans de vie en ayant un tatouage de lui sur mon bras, c'est plus important que tout. Mandela a été élevé de son vivant au rang d'icône intouchable. Mais sa disparition a peut-être permis de nuancer la perception de héros sans défaut. Pour Vern Harris, directeur de la recherche à la Fondation Mandela, certaines voix critiques peuvent désormais se faire entendre. Je pense que nous sommes en train de commencer à reconnaître que nous n'avons pas assez tenu compte du passé. Et notamment, nous avons laissé les Sud-Africains blancs oublier trop facilement leur rôle dans ce qui a été un crime contre l'humanité. Quand Tata Madiba est mort, des centaines de milliers de messages ont été écrits par des compatriotes en deuil, des chefs d'État, des personnes partout dans le monde. La Fondation expose pendant 10 jours une sélection de ses hommages à son courage, ses actions, son sourire, toutes les qualités pour lesquelles il ne sera jamais oublié. Autre commémoration, l'opération militaire française Sangaris a été déclenchée en Centrafrique il y a de cela un an. Grâce à elle, les massacres à grande échelle ont cessé dans le pays. Le pays reste cependant ruiné et déchiré. La France, avec le feu vert de l'ONU, a lancé l'opération Sangaris pour tenter de casser la spirale de violence intercommunautaire née du renversement du régime de François Bozizé en mars 2013 par une coalition rebelle à dominance musulmane, la Seleka. Les attaques interminables des combattants Seleka contre la population très majoritairement chrétienne du pays avaient abouti à la formation de milices d'autodéfense, les anti-Balaka, qui à leur tour s'en sont prises aux civils musulmans contraints de fuir les régions entières.
Ces violences ont fait au moins plusieurs milliers de morts et plongent le pays dans une crise humanitaire sans précédent. Dans Bangui, ce sont les soldats français de Sangaris ajoutés à ceux de la force européenne qui ont manœuvré pour que le PK5 reprenne progressivement ses activités commerciales et retrouve une paix progressive. Depuis lors, les tueries ont cessé à Bangui. Mais la criminalité reste très élevée du fait de la profusion des armes et de la misère. Et en province, des bandes armées continuent de sévir dans un pays où l'État a disparu des régions entières après des décennies de troubles et d'incurie. Le premier parlement tunisien post-révolutionnaire a élu jeudi son président. Le choix a été porté sur Mohamed Ennasser, un vétéran de la vie politique tunisienne. Le nouveau président promet que le parlement agira dans un cadre consensuel, garantira les libertés et les droits de l'homme et s'attellera aussi à bâtir un état de droit. À 80 ans, Mohamed Ennasser devient le président du premier parlement tunisien post-révolutionnaire. Docteur en droit social formé à la Sorbonne à Paris, l'homme fut ministre des Affaires sociales à 2 reprises sous Habib Bourguiba, le père de l'indépendance tunisienne. Il est aussi le fondateur d'une revue et d'une association consacrée au droit social. Seul candidat en lice pour le poste de président de l'Assemblée, Mohamed Ennasser a été élu avec 176 voix sur 214. Nous l'avons élu et nous le félicitons. Il a été élu avec un bon score. Que Dieu l'aide à bien gérer les travaux de l'Assemblée. Nous avons confiance en lui. Ses efforts avec ceux des 2 vice-présidents du bureau et des députés seront, si Dieu le veut, à la hauteur. C'est le candidat de Nida Tunis et je suis très content que Mohamed Ennasser soit le président du nouveau Parlement. Et après tout, ce n'est pas parce qu'il est un de nos dirigeants au niveau du parti. Aujourd'hui, il est président de tout et toutes les députés. Outre le président, les 2 vice-présidents de l'Assemblée ont été élus en cette séance. Il s'agit de Abdel Fattah Mourou, l'un des fondateurs du parti islamiste Ennahda, et Faouzia Ben Feda, élu de la 3e formation du Parlement, l'Union patriotique libre. Rendons-nous à présent au Zimbabwe. La 3e journée du congrès du parti au pouvoir, la ZANU-PF, a carrément été transformée en une assise de procès de la vice-présidente Joyce Mujuru, évincée de son poste. Le président zimbabwéen Robert Mugabe et président de la ZANU-PF n'a pas digéré l'absence de sa protégée d'hier au congrès. Une trentaine de minutes de prise de parole de Robert Mugabe a parlé du désormais ancienne vice-président de la ZANU-PF, Joyce Mujuru, et de ses supposés acolytes, les Occidentaux. Bien sûr, aucun éloge à leur endroit, mais rien que des diatribes. L'absence de Joyce Mujuru au congrès du parti est qualifiée de pure trahison. Certains de nos collègues ne sont même pas venus alors qu'on ne les a pas poussés dehors. Ils ont juste décidé de leur propre chef d'être absents sans explication. Ce sont des manières d'escrocs. Quand on est choisi par les gens, on n'est pas choisi pour voler, mais pour faire stopper le crime. Pendant des années, nous avons cru travailler ensemble avec Joyce pour des objectifs communs, sans savoir qu'il y avait des plans en coulisses pour détruire le parti et ravir le pouvoir au président. Depuis des années, la ZANU-PF est déchirée par une lutte de succession. Robert Mugabe, 91 ans en février prochain, devrait sans surprise être réélu comme l'an dernier à la tête de son parti à l'issue du congrès qui prend fin samedi. La bataille dès lors se concentre sur le poste de vice-présidence du parti et la composition du bureau politique. Dans le nord-est du Nigeria, plusieurs centaines de milliers de personnes ont fui leur foyer suite aux attaques du groupe islamiste Boko Haram. À Yola, dans l'est d'Adamawa, plusieurs opérations dans la Croix-Rouge, plusieurs organisations dans la Croix-Rouge, l'université de Yola et les groupes religieux s'organisent pour aider les déplacés.
Au cours des derniers mois, les attaques de Boko Haram ont été dévastatrices. Des milliers d'habitants de certaines villes du nord-est du pays ont été forcés de quitter leur maison. Certains ont été accueillis par des amis ou des parents, tandis que d'autres, estimés à des centaines de milliers, ont réussi à s'échapper pour arriver dans des villes frontalières au Cameroun où ils vivent dans de très difficiles conditions, manquant de nourriture et de médicaments. Yola est la capitale administrative de l'État d'Adamawa au Nigeria. Elle est située à l'est du pays sur la rivière Benue, non loin de la frontière avec le Cameroun. Elle accueille les déplacés des localités actuellement aux mains des islamistes du groupe Boko Haram. Plusieurs organisations dont la Croix-Rouge, l'Université de Yola et les groupes religieux s'organisent pour aider les déplacés. Mais les vivres commencent par manquer. Pour le moment, nous avons fourni des vivres à 150 familles. Nous avons du riz, du maïs, nous avons de l'huile, des légumes et d'autres choses. Tout cela est un grand soulagement pour les personnes déplacées parce qu'elles souffrent beaucoup. À Yola, il n'y a pas de distinction de religion. Tout le monde est pris en compte. Mais la principale interrogation de l'heure est de savoir jusqu'à quand durera ce calvaire des populations. Le président ivoirien Alassane Ouattara a été reçu hier à l'Élysée par son homologue français. Entre autres sujets abordés par les deux personnalités, l'épidémie du virus Ebola. Nous vous proposons de suivre ici un extrait de leur déclaration. Nous sommes conscients que c'est d'abord dans les pays touchés que nous devons être les plus efficaces. C'était le sens de ma visite en Guinée et de ce que nous avons pu faire avec l'Europe pour assurer la présence de soignants, assurer la formation de ces soignants et permettre en Guinée forestière de traiter le mal là où il s'est hélas déclaré et de faire en sorte que sur les frontières nous puissions être vigilants sans enfermer les pays. C'est très important que le développement des pays qui sont touchés par Ebola puisse continuer. Fort heureusement, la Côte d'Ivoire n'a pas de cas d'Ebola. Je voudrais vous remercier pour le voyage que vous avez effectué en Guinée, qui a donné tout de même un message de solidarité, non seulement aux Guinéens, mais à tous les Africains, puisque cette maladie a donc développé une stigmatisation qui crée des difficultés maintenant au déplacement de nombreux Africains en Europe comme en Amérique. Près de 130 millions d'euros, c'est le montant de l'aide annoncée par la Banque mondiale pour le redressement économique de la Sierra Leone, l'un des pays les plus touchés par l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. L'annonce a été faite après un entretien entre le chef de l'État sierra-léonais et le président de la Banque mondiale. Les centres régionaux d'opération et équipes de secours d'urgence bénéficieront de cette aide dans les régions ouest et nord du pays. Elle servira à redresser l'agriculture et à créer des emplois dans ces zones sévèrement touchées par l'épidémie d'Ebola. L'importante baisse de la production agricole à cause de l'épidémie inquiète. Il sera alors question d'aider les paysans en construisant des voies de desserte qui vont les relier au marché. Pas de crise alimentaire qui succède à l'épidémie d'Ebola. Nous accélérons notre soutien à la Sierra Leone et nous prévoyons de délivrer un paquet de soutien pour un rétablissement économique complet en seulement 2 ans au lieu de 3. En d'autres termes, notre plan sur 3 ans va être réalisé en 2. La Sierra Leone va émerger de l'épidémie d'Ebola plus forte qu'elle ne l'était avant l'épidémie d'Ebola. Nous pouvons construire des infrastructures, nous pouvons entraîner des gens à travailler dans le domaine de la santé autant que possible en réponse à cette épidémie et nous pensons pouvoir améliorer la croissance et le rétablissement économique. Pour le président Baïkoroma, la visite du président de la Banque mondiale représente le signe que son pays peut accueillir des visiteurs. La priorité devrait être d'isoler le virus et non d'isoler le pays. Il nous a donné l'assurance que la Banque mondiale sera avec nous, va combattre avec nous jusqu'à la fin de l'épidémie d'Ebola dans ce pays. Sa présence ici va envoyer un signal au reste du monde que la Sierra Leone est toujours ouverte aux visiteurs. Notre objectif est d'isoler Ebola et non pas isoler le reste du pays.
Des répercussions d'Ebola pourraient provoquer une récession en Sierra Leone l'année prochaine. La production alimentaire va également baisser car les semis ont été entravés pendant la période de juin à août. Avec 1583 décès, la Sierra Leone est le deuxième pays le plus touché par Ebola, derrière le Libéria. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous. Passez une très bonne journée en compagnie de nos programmes. Au revoir.